Cette vidéo vous est présentée par Mastercase, le spécialiste des coques de téléphone haute qualité. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur le site www.master-case.fr. Personnalisez votre coque avec la photo de votre choix. Moins 25% vous est offert sur le prix de la commande avec le code promo BAFTV. C'était clair qu'on ne pouvait pas avoir fait tant de sacrifices et avoir tant donné jusque-là et puis lâcher dans les dernières journées. Donc, on a foncé tant qu'on pouvait et puis voilà, ça a marché. C'était énorme. Salut Olivier, merci beaucoup de prendre du temps pour m'accorder cette interview. C'est un honneur pour moi de pouvoir la faire à tes côtés. Bon, Salut Fabien, avec plaisir. Déjà pour commencer, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Regarde le t-shirt de Chelsea. Bon, j'espère que ça n'embêtera pas mon équipementier Puma. Je savais pas que ça allait être une interview filmée, donc voilà, c'est le t-shirt du club, hein, donc pas de souci. On est en déplacement là à Liverpool, on joue demain, l'avant-dernier match du championnat, et ça va très bien. Je me sens bien, je suis en forme comme l'équipe, et voilà, on s'est aussi qualifié pour une nouvelle finale de Cup, la 5e pour moi. Donc j'espère en gagner une 5e, voilà, dans un peu moins de 2 semaines. Bah, j'espère pour toi et que tu continueras à marquer autant de buts que ce que tu fais ces derniers matchs parce que tu es en pleine bourre en ce moment. Donc je te souhaite le meilleur pour la suite et que ça C'est continue. gentil. Ouais, ces derniers mois, le monde vit une période très difficile avec la crise liée au coronavirus. Comment s'est passé de ton côté le confinement? Bah écoute, c'était une période délicate, j'imagine, comme tout le monde. Et nous, entre guillemets, les footballeurs, les sportifs de haut niveau, on a dû se maintenir en forme. C'était pas du tout évident parce que j'allais courir au parc tout seul et je faisais le programme des prépas physiques de Chelsea, tout ce qui était renforcement, cardio, voilà. Et puis j'ai aussi sur la fin fait pas mal de vélo sur route avec des amis. Et ça m'a permis voilà, de travailler les cuisses parce que ça pousse. Et puis aussi le cardio parce qu'on a fait pas mal de petites bon, collines, quoi, si je puis dire. Et donc, voilà, c'était pas facile parce que, tu vois, j'ai pas chaussé les crampons et j'ai pas touché le ballon pendant grosso modo 2 mois. Hmm. Mais voilà, il fallait rester fit, comme on dit, faire le boulot et revenir pour être prêt pour la reprise, quoi. C'est ça, parce que vous vous préparez physiquement, mais après, quand tu retrouves les terrains, c'est quand même rien à voir, quoi, par rapport à ce que tu faisais pendant le confinement. Exactement. Donc, le 17 juin, la première ligue a repris. Tu as donc retrouvé les terrains avec Chelsea. Comment ça s'est passé et comment tu vis de faire des matchs sans supporters dans les tribunes? Comment tu le vis? Ça doit faire bizarre quand même. Ouais, c'est une bonne question. Écoute, nous, on avait hâte de reprendre quoi qu'il arrive parce que on se disait de toute façon pour combien de mois encore après on allait devoir respecter ces gestes barrières, ces précautions d'usage par rapport à ce virus. Donc, on s'est dit qu'à partir du moment où notre santé, celle de nos familles, était prise en compte et que toutes les mesures étaient prises pour être safe, entre guillemets, comme on dit. On s'est lancé dans la reprise à 200% avec par petits groupes de 4-5 joueurs au début et puis après, 2 semaines après, toute l'équipe entière. On est testé tous les 3 jours avec le test tu sais, dans le nez et la Ouais. gorge. Mhm. Et tous les matins, ils nous prennent notre température. Bon, c'est le football totalement différent, hein. On n'a pas le droit de prendre notre douche là-bas. Donc après, faut qu'on rentre à la maison à l'ancienne pour prendre la douche. On peut pas manger sur place parce que d'habitude, on a une cafétéria où on Mhm. peut
déjeuner ou petit déjeuner, déjeuner. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que pendant un moment aussi, on pouvait pas utiliser la gym et puis on faisait les traitements sous des petits chapiteaux, des petites tentes. Il a fallu s'adapter, mais on était tous heureux de se retrouver toute l'équipe ensemble et puis surtout de retoucher le ballon. Euh, Après, la deuxième partie de question, c'était quoi? Bah, c'était justement comment tu vivais le fait qu'il n'y ait plus de supporters dans les tribunes, Voilà, que c'est voilà, ça. quand tu Alors joues, ouais, comment tu vis ça? Ça doit être ouais, difficile non, quand même. ça fait partie des choses qui ont forcément changé notre quotidien. Enfin, là, on joue tous les 3 4 jours, jouer sans public et puis sans ambiance, c'est voilà, c'est le football un peu qui perd son charme, clairement. En plus, à la télé, quand vous regardez les matchs, vous avez un semblant d'ambiance, mais nous, il faut savoir qu'au stade, il n'y a rien. Il n'y a pas de sono, il n'y a pas de supporters, donc c'est comme clairement un match d'entraînement en fait, un peu sans saveur. Mais bon, on est professionnel et il y a des enjeux, il y a un championnat à terminer et nous, il faut qu'on termine dans les places qualificatives pour la Champions League. Et puis, on a une belle finale de Cup aussi. Bon, à Mm. Wembley, 90 000 spectateurs sans supporters, ce sera aussi différent. Mais on s'adapte, on fait avec les mesures du moment. Maintenant, on espère vraiment que les supporters pourront revenir dès la rentrée. Fait, la date particulière, c'est pour la reprise de la première ligue, en fait, le retour des supporters, normalement. Non? Bah, je Non? sais pas, parce qu'il parle d'une reprise autour du mi-septembre et Boris Johnson a dit qu'il espérait, s'il y avait pas de deuxième vague, entre guillemets, pas de rechute, autour d'octobre. Donc, Ok, ouais. mais bon, ça nous va. Si c'est pas décembre ou janvier, ça va. Ouais, ouais. Bon, apparemment, ça t'empêche pas de marquer des buts, donc déjà, c'est pas mal. Ouais, ça va. Donc, du coup, Olivier, durant cet entretien, nous allons parler de ton passage à Montpellier et plus précisément du titre de champion de France en 2012 que tu as vécu avec le MHSC. Quel souvenir il te reste 8 ans après ce sacre? Euh, pour être honnête avec toi, beaucoup de souvenirs. Si je pouvais en ressortir là comme ça, je dirais la célébration, bien sûr, sur la place de la Comédie, Mhm. le lendemain du sacre. Euh, Cette soirée de fou contre Lille, l'avant-dernière journée où il faut absolument qu'on gagne pour avoir notre destin entre nos mains, où je pars du milieu de terrain et je fais une passe D à Karim qui a suivi l'action. C'était un peu improbable. Ouais, c'était beaucoup de victoires aussi qu'on est allé chercher au mental dans les dernières minutes à certains moments. Des victoires 1-0 aussi, ouais, qui se sont jouées dans le. 1-0, tu vois, les meilleures victoires. Et puis cette force cette cohésion d'équipe qu'on avait quoi entre cette bonne osmose, cette alchimie entre les plus jeunes et les plus expérimentés. On avait un groupe fantastique de qualité. Après, pas forcément taillé pour jouer le titre, mais on a pris confiance au fur et à mesure de l'année, de la saison. Et voilà, quand tu arrives à mars, avril, quand tu es toujours dans les clous, tu te dis, ouais, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va le faire? C'était énorme. Voilà, pour moi, c'est mon seul titre de champion quelque part, parce que ici Mhm. en Première Ligue, c'est très très dur de gagner le championnat. Donc non, pour moi, ça reste ma première entre guillemets, mon premier gros trophée de ma carrière. Et j'ai aussi laissé beaucoup d'amis. J'ai une relation aussi particulière, voilà, avec la famille Colin, Laurent, et j'aime euh, à tout simplement rendre hommage à Loulou aussi, qui a fait de ce club ce qu'il est aujourd'hui. On en parlera un petit peu après aussi de Loulou Nicolin. Euh, Selon toi, quelle a été justement la recette de cet exploit? Tu dis que c'est l'alchimie entre les jeunes joueurs, entre les joueurs d'expérience et tout ça. Voilà, parce que bon, j'emploie le terme exploit parce que c'est un exploit, parce que je pense que personne ne vous attendait là au début de la saison, personne ne s'attendait, même les supporters de Montpellier, à vous voir champion à la fin de l'année. Donc, selon toi, ouais, quelle est la recette de cet exploit de Montpellier en 2012? La recette, je dirais que c'est aussi un staff qui a su clairement nous mener
nous driver, si je puis dire, tout au long de la saison, nous accompagner. Voilà, René Girard, Pascal Baez, Nico Girard. J'ai mangé le nom de l'entraîneur des gardiens. Enfin, bref, Teddy Richer? tout le. Non, c'était non. Ah non, pas Teddy Richer, Euh, pardon, c'était David Moulin. C'est ça? non, Non plus? non. C'était un mec qui était expérimenté. Je me souviens plus. Bref, c'est Ouais. pour te dire que c'était un groupe entier, tu vois, une bande de potes et aussi un staff qui nous a donné beaucoup de confiance. Après, bien sûr qu'il y avait des qualités individuelles qui étaient là de chaque joueur et cette insouciance aussi des plus jeunes qui se prenaient pas la tête et qui simplement voilà quoi vivaient leur rêve de pouvoir être champion avec Montpellier la première fois de l'histoire du club. Donc la recette, c'était le groupe clairement, même s'il y avait certaines individualités encore une fois qui ressortaient, mais ouais, c'était une aventure humaine aussi, au-delà du sportif, assez incroyable, enrichissante. Ouais. Après, c'était la première année des Qataris à Paris. Il y avait déjà une grosse équipe, donc c'est vrai que c'était encore plus appréciable parce que c'était pas attendu, quoi. On nous attendait pas là. Il y avait les Qataris, il y avait Lille qui était aussi champion en titre, donc du Une coup qui grosse était aussi équipe, ouais, il une y avait grosse toujours équipe. Et puis Eden, après, il y a Hazard, Marseille, Lyon aussi vraiment. qui étaient Bien aussi sûr. des prétendants au titre. Et justement, à partir de quand l'équipe a cru à ce titre? C'était à partir du mois d'avril, dans ces eaux-là à peu près? Ouais, en fait, je me souviens d'un match à domicile où souvent on se rejoignait dans la chambre je sais pas, il devait avoir ouais, Younes, Jamel, Benji Stambouli, Mapou, Rémi, voilà pour ne citer que. Après, il y en avait sûrement d'autres, mais on passait des moments simple et authentique. Et puis, on se prenait pas trop la tête. Mais à un moment donné, je t'avouerai que la pression, elle s'est fait ressentir sur les derniers matchs, lors du sprint final, sur peut-être les 4-5 dernières semaines, ouais, autour d'avril. Et là, on se disait, ah, les mecs, on va le faire, ce qu'on va faire, ce que. Et ils me demandaient, moi, j'étais entre les deux, entre les plus jeunes et les plus anciens. À l'époque, j'avais 25 ans. Les petits jeunes de la génération 90 qui avaient gagné la Gambardella, ils me demandaient ce que j'en pensais. Alors moi, c'était un peu nouveau aussi pour moi, parce que c'était seulement ma deuxième saison en Ligue 1. Et moi, j'y croyais dur comme fer. Et donc, c'était clair qu'on ne pouvait pas avoir fait tant de sacrifices et avoir tant donné jusque-là, et puis lâcher dans les dernières journées. Donc, on a foncé tant qu'on pouvait, et puis voilà, ça a marché, c'était énorme. Et durant cette saison, vous avez connu beaucoup de moments forts. Il y en a eu aussi peut-être des moins forts. Mais pour toi, quel est le match qui a été le plus important? Tu parlais tout à l'heure du match de Lille, l'avant-dernière journée. Ouais. Je pense que. Ouais, celui-là. Après, je me souviens on avait gagné aussi. J'en parlais avec Kern Zouma qui était là quand on avait joué contre Saint-Etienne à domicile, Ouais. où on marque à la fin, dans les dernières minutes. Il y a eu des matchs clés comme ça qui ont fait que on est allé chercher la victoire même dans les dernières minutes parce qu'on y a toujours cru. Et bien sûr, il y a ce match contre Lille qui a été une communion extraordinaire avec le public. Des fois, je revois la vidéo de ce but encore. Et c'est. Ouais. Moi, j'en ai la chair de poule. À chaque fois À que je la chaque fois, vois. ouais, c'est ça, c'est ça. En plus, il y a les commentaires de Philippe Sers dessus. Et Ouais, il est énorme. il est énorme sur les commentaires. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, ça remet les frissons un petit peu. C'est clair. Et du coup, parmi tes 21 buts marqués en Ligue 1, est-ce qu'il y en a un que tu retiens le plus? Lequel t'as le plus marqué de tous ces buts-là? Ouais, il y a peut-être ce but contre Saint-Etienne où je marquais dans les dernières minutes, où le ballon arrive, il est
il monte en l'air, c'est un dégagement de la tête. Et je suis à l'entrée de la surface et je tente une espèce de reprise un peu où je me couche pour pas que la balle monte et elle finit dans le petit filet et on saute tous dessus. Ça, c'était un moment fort. C'était un beau but. Mais mon plus beau but, en fait, figure-toi qu'il a été refusé. C'était contre Paris quand on perd 3-0 à la maison où je fais contrôle poitrine sur une transversale tendue de, je crois, c'est Jamel ou je sais plus. Mmh. Et donc, je contrôle le ballon de la poitrine et je fais un retourné acrobatique transversal rentrante. Et l'arbitre qui lève son drapeau, il me dit que je suis en jeu. Et là, je revois l'action après et je vois que je suis pas en jeu. Et d'ailleurs, quand je me relève, je dis oh, j'espère que je suis hors jeu. Tu vois, si tu revois l'action, je retrouve ça. Je dis j'espère pour toi que je suis hors jeu parce que si tu me lèves le drapeau, en plus, il y avait déjà 3-0. Donc, bon, laisse l'avantage à l'attaque. Mais bon. Non, c'était mon plus beau but. Ouais. Après, il y a la première année, je pense que c'est aussi l'un de mes plus beaux buts quand on avait joué contre Dior Eto FC. Je me souviens du nom de l'équipe, c'était une équipe hongroise. C'était pour se qualifier à tour préliminaire, pour se qualifier pour la Coupe de l'Europa League. Europa League. J'avais marqué un but là-bas, c'était mon premier but avec Montpellier. Et, ouais, je laisse passer le ballon. Je fais un genre de step over. Passement de jambe, enfin pas passement de jambe, mais je laisse passer le ballon sous ma jambe et après j'enchaîne une frappe en pleine lucarne, un peu de demi-volée. Et là, c'était un truc de fou puisque c'était mon premier but en plus en Coupe d'Europe. Ok, bon, hormis certains matchs et certains buts, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi une personne au club de Montpellier qui t'a beaucoup marqué au nom de Louis Nicolin. Quelle était ta relation justement avec le président montpelliérain? Bien, j'avais une relation clairement de joueur à entraîneur avec lui, président, pardon, lapsus. Mais voilà, ça pour dire qu'il était très présent, qui passait régulièrement nous voir au centre d'entraînement, et puis gueuler quand il fallait ou nous féliciter. Sinon, quand on faisait le boulot, il était passionné, il aimait beaucoup ses joueurs et il est considéré un peu comme ses petits. Et nous, on se sentait forcément aimé et coucouné, quoi. Donc, je le dis encore aujourd'hui, c'était un peu comme une famille, Montpellier, où tu arrives, tu es tout de suite très bien accueilli et voilà, tu fais partie de ce club, de cette institution avec les valeurs qui sont les siennes de générosité, de toujours vouloir aller chercher plus haut, se surpasser. Et le fait d'avoir eu l'honneur de porter ce maillot et qu'il vienne, lui, me chercher et m'appeler personnellement au moment où j'ai failli aller au Celtic de Glasgow, ça m'a convaincu de venir parce que j'ai compris à quel point il voulait me faire venir à Montpellier, il voulait que je devienne un joueur de Montpellier. Donc à partir de là, voilà, j'étais devenu un membre entre guillemets de la famille à part entière. Et bien sûr aujourd'hui, Laurent qui reprend le flambeau d'une belle manière. Je suis toujours en contact régulièrement avec lui et voilà, je suis fier voilà, de l'avoir connu, de l'avoir côtoyé et d'avoir partagé ces moments uniques avec lui. Et je me souviens comment il était fier, c'était énorme. Justement, tu te souviens un peu de ce qu'il pensait Loulou les dernières journées avant le sacre, comment il était sur le banc où il devait être comme un dingue, j'imagine. Il en pouvait plus, il était en sueur, il était en nage, il savait pas s'il devait s'asseoir, se lever, marcher, regarder le match, pas regarder. Et voilà, on le connaît, c'était un passionné, un grand amoureux du foot. Et il avait, je pense que voilà, comme nous, il avait cette pression de passer à côté de quelque chose de grand, alors que voilà, l'issue était proche et il croisait les doigts, il croisait tout ce qu'il pouvait pour que l'on réussisse. Donc, ouais, non, non, je pense qu'il était
il était sur une autre planète quand on a gagné. Il en revenait pas, et ouais, il était, je pense aussi exténué par toute cette pression et aussi au final cette joie. C'était des sentiments assez mélangés de fierté, ouais, épuisement émotionnel. Et ça se voyait sur son visage. Et après, ouais, il s'est même teint les cheveux. Donc ça aussi, ça va rester. C'est du loulou tout craché. Et, voilà, et il nous manque beaucoup. C'est ça. Et c'est une personne qu'on n'oubliera jamais dans le football parce qu'il l'a marqué à tout jamais. Jamais. Et tu aurais justement une petite anecdote sur Loulou, sur la saison 2011-2012, où je pense que tu dois en avoir quelques-unes. Je pense que tu dois en avoir quelques-unes avec Loulou quand même, ça doit. Ouais, dans les vestiaires, il était voilà, comme un poisson dans l'eau après les matchs. Quand on chantait président, président, il était tout content de pouvoir nous faire plaisir. Et ouais, ouais, il y a eu beaucoup de moments comme ça dans les vestiaires où, de partage, de célébration. Mais non, clairement, le dernier match à Auxerre, quand il était là assis sur le banc, et je te dis, il n'en pouvait plus. Il était, voilà, vraiment exténué, et il était fier. Je sais même pas s'il avait encore la force de pouvoir de fêter le titre tellement ça avait été, ouais, émotionnellement épuisant. Mais voilà, ouais, je retiendrai ces, ces sorties un peu, ces punchlines médiatiques aussi, quand il fallait nous tirer les oreilles, quand on n'était pas euh, dans le dans le bon tempo, et aussi ses félicitations bien sûr quand il venait dans les vestiaires et qu'il était fier de nous. J'ai pas vraiment d'anecdote bien Mm. précise à te fournir là maintenant en direct, mais c'est un tout, le fait de l'avoir qu'il ait été présent presque au quotidien toute cette année. Il a été d'un soutien indéfectible. Ok. Donc la saison après le titre, tu décides de quitter Montpellier pour Arsenal avant de signer 6 ans plus tard, donc en 2018 à Chelsea. Donc Montpellier t'a servi de tremplin pour ta carrière. Qu'est-ce que tu retiens alors de ces 2 années que tu as passées à Montpellier? Ben, clairement, pour moi, comme le président m'avait appelé, et quand j'avais parlé avec mon entourage, c'était important pour moi de, entre guillemets, laisser une trace de mon passage en Ligue 1. Je pense que ça aurait été dommage de ne pas jouer en Ligue 1 avant de partir un jour en Angleterre, parce que ça a toujours été mon rêve de gosse. Mm. Et voilà, je l'ai toujours dit. Donc, je suis très reconnaissant et très fier, très heureux d'avoir fait les choix, des choix importants qui se sont avérés les bons, et toujours des choix mûrement réfléchis avec mes proches, ma famille, mon agent, et puis aussi par des personnes qui ont joué des rôles déterminants dans toute ma carrière, et Loulou en fait partie. Et, je suis tellement nostalgique de ces 2 saisons qui, ouais, m'ont permis de me faire découvrir auprès du grand public, de porter haut les couleurs du MHSC. Et bien sûr, après, le fait d'avoir un peu réalisé mon rêve de gosse, comme je te dis, en signant, qui plus est, Arsenal, avec l'histoire de tous les Frenchies là-bas, Mm. c'était une chance pour moi. Et en fait, c'était un peu l'objectif à moyen terme après Montpellier. Et du coup, voilà, après avoir gagné le titre à Montpellier, je pouvais guère faire mieux. Et donc, je suis parti parce que pour moi, j'avais besoin d'un autre challenge. Et puis aussi, je voyais ça comme une progression dans ma carrière.
Ok, et du coup, on parlait que tu as signé à Arsenal après, donc quelques mois après, enfin quelques semaines après avoir signé à Arsenal, tu as pu jouer contre Montpellier en Ligue des Champions. C'est beau, le Qu'est-ce que, destin, le destin. qu'est-ce que ça t'a fait là de rentrer au stade de la Mosson avec la musique de la Ligue des Champions, mais sous le maillot d'Arsenal? Comment tu l'as vécu ça? Bah, j'aurais adoré l'entendre avec le maillot et la jouer avec le maillot de Montpellier, bien sûr. Je pense que les mecs ont dû adorer. Mais c'était improbable d'avoir Montpellier dans la phase de poule avec nous, Arsenal. Et là, pareil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Revenir à la Mosson, avoir reçu un super accueil. Je me suis même trompé au moment d'arriver à la Mosson. J'ai failli aller dans le vestiaire, Domicile. voilà, ouais, domicile. Et donc, c'était particulier pour moi parce que c'était la première fois où je rentrais dans le vestiaire de visiteurs. Et ouais, non, moment chargé en émotions ouais, j'oublierai pas. Dans ta galaxie personnelle, par rapport au titre que tu as pu remporter dans ta carrière, où tu placerais le titre de champion de France avec Montpellier? Ensuite, tu as été champion du monde avec l'équipe de France en 2018, tu as Ouais, gagné l'Europa League avec Chelsea bah en 2019. Où c'est que tu le placerais ce titre de champion de France avec Montpellier, sachant que c'est vraiment aussi ton tout premier titre, ton gros ouais. titre que tu as remporté, Non, avec Montpellier? il a une valeur bien sûr sentimentale, comme je te l'ai dit, parce que c'est le premier et ça reste un titre de champion. Et les titres de champion sont je pense, sont sûrement les plus durs à avoir parce que à gagner, parce qu'il faut être consistant, il faut être régulier tout au long de la saison. Et qui plus est, encore une fois, parce que c'était inattendu. C'est pas pareil que quand tu gagnes des titres, quand tu es en France, à Paris, ou alors en Allemagne, le Bayern, voilà, ou la Juve en Italie. En Angleterre, il y a plus de compétition quand même, il y a plus de difficultés de gagner le titre. Donc, mais non, non. Après le titre de champion du monde, qui reste le Graal pour un joueur de foot, c'est quelque chose, voilà, dont rêvent tous les gamins. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, je le placerai entre voilà, le titre de Montpellier, entre la Coupe du Monde et ouais, et l'Europa League aussi. Voilà, juste derrière la Coupe du Monde et juste devant aussi l'Europa League, parce que l'Europa League c'était chargé aussi parce que le destin fait bien les choses. J'ai joué contre Arsenal, mon ancien club. Je marque, je fais marquer, je provoque le penalty. Donc c'était aussi une soirée incroyable. Euh, donc voilà, mais c'est sûr que il y a aussi toutes ces cups avec Arsenal, mais clairement le titre de champion, je le place juste après la Coupe du Monde. Ok, bon, ça va, c'est bien. Et Aussi du parce que je suis français et que voilà, c'est un titre sur le continent, un titre français tout Bah simplement. oui, oui. Et puis comme tu le dis, c'est quand même aussi un titre qui est vraiment inattendu, donc c'est quand même quelque C'est chose de tout à très fait très ça, beau. Et exactement. tu es toujours en contact avec certains joueurs de ces 2 années que tu as pu vivre à Montpellier. J'imagine que tu en as quelques-uns encore avec qui tu Bien sûr. discutes assez souvent. Bien sûr, ça fait un moment que je les ai pas eus, mais j'étais souvent en contact avec Younes, avec Benji Stamboulé, Mhm. un petit peu aussi avec Jonas Martin, Rémi Cabella, plus régulièrement avec Romain Pitot parce que nos femmes sont amies. Il y a eu Joe Dernis aussi, bien sûr, et Jamel Saï, qui est un des bons potes que j'ai eu là-bas. Après, il y a aussi des personnes qui travaillent au club. Il y a Olive Mégel, le kiné. Il y a Bruno Carotti, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, Laurent Nicolin. Et voilà, après, j'en oublie pas. Il y a aussi Eric Plan Mhm. qui travaille au club, le webmaster du club. Donc, j'ai souvent des mecs, des personnes de Montpellier, c'est pour te dire à quel point j'ai laissé pas mal de potes là-bas. Ouais. D'ailleurs, je crois que tu n'es jamais revenu à Montpellier depuis 2012. Pas vraiment, pas vraiment. Tu sais, tu connais les calendriers qu'on a. Dès C'est ça. que j'ai des vacances, c'est vrai que j'ai tendance à partir loin en famille, un peu pour me dépayser, me ressourcer. Mais j'ai hâte de revenir parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et forcément
J'ai vécu voilà, cette année du titre là-bas qui restera jamais gravée dans mon cœur. Mais j'étais déçu de ne pas pouvoir faire les 40 ans du club à l'époque. Ça avait été organisé à une période où il y avait eu les inondations. Et après, ça avait été reporté pendant une trêve internationale et j'avais pas pu venir. Et j'étais frustré. J'étais frustré parce que j'aurais adoré revenir et pouvoir voir tout le monde et voir les potes et Apparemment, se cette soirée, c'était retrouver. quelque chose en plus, hein. C'est comme ça. Après, il y a eu l'équipe de France et encore une fois, c'est aussi grâce à mon année à Montpellier et ce que m'a apporté Montpellier que j'ai pu découvrir l'équipe de France. Et quel souvenir tu gardes justement de la ville de Montpellier en général sur ces 2 années que tu as pu y passer? Quel est le souvenir que tu gardes de cette ville? Ah, tu sais, en vivant en Angleterre, ce qui me manque le plus, c'est le soleil. C'est le soleil et la bonne gastronomie française, bien sûr, même s'il y a des super restaurants à Londres. Il y a de quoi faire. C'est une super ville et j'adore la ville londonienne. Mais ouais, donc Montpellier, sa ville, euh, voilà, très dynamique, étudiante, avec bah voilà les plages à côté. Il m'arrivait des fois d'aller manger sur les plages après en plage dans les paillotes, pardon, après les entraînements. C'était une vie extraordinaire quand il y a un cadre de vie, un lifestyle, comme on dit, hors du commun là-bas. Et donc, voilà, c'est la place de la Comédie. C'est une belle ville, une très belle ville où il fait bon vivre. Et en plus, il y a un très bon club. Donc, voilà, je pense que tous ceux qui jouent à Montpellier apprécient la qualité de vie que tu peux avoir là-bas. Et les supporters, quel souvenir tu en gardes des supporters de Montpellier? La paella, la paella. Ah, bah, non, c'est aussi ce qui me manque de Montpellier. C'est l'ambiance qu'il y avait au stade, c'est toute cette atmosphère. Après, voilà, c'est une ville foot aussi, même s'il y a beaucoup d'autres sports. Il y a le rugby, il y a le hand. Euh, et j'en oublie. C'est une ville très sportive, comme je t'ai dit, très étudiante, où voilà, où il y a différents sports qui brillent, et qui portent haut les couleurs de Montpellier. Et nous, on a eu la chance cette année d'avoir le soutien encore de toute la ville de Montpellier. Et on le voyait quand on se baladait en ville. C'était vraiment un bon enfant. Et bien sûr que les supporters aussi ont joué un rôle. Je me souviens, un rôle important, je me souviens quand on est rentré d'Auxerre, quand ils nous attendaient à l'aéroport. C'était des moments aussi incroyables où voilà, on était vraiment en communion avec eux. Et un petit retour pour terminer ta carrière à Montpellier, ça te dit pas? C'est une bonne question, mais je veux pas, je veux pas faire les gros titres demain. Mais non, pour moi, tu sais, je suis redevenu heureux à Chelsea et j'ai encore au moins encore un an de contrat, voire deux ici. Donc, je pense que j'ai encore une ou deux belles années devant moi au très haut niveau à jouer les Coupes d'Europe. Et après, on verra, on se posera pour un dernier challenge. Mais je peux pas te dire si je reviendrai en France, à Montpellier ou ailleurs. On verra. On verra bien. Les supporters de Montpellier l'espèrent, je pense quand même. Ouais, non, mais pas y a d'un jour, pas y a d'un toujours, comme on dit, hein. C'est ça. Et tu suis toujours un peu les matchs de Montpellier ces Bien dernières sûr, années? Ouais, tu suis bien toujours. sûr, bien sûr. J'ai regardé des matchs, notamment les gros matchs, quand ils sont diffusés à la télé, tout simplement. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Bon, ben Olivier, l'interview touche à sa fin. Juste avant de terminer l'interview, j'ai quand même une petite question à te poser. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? Euh, une immense fierté, un rêve de gosse
et ouais, un privilège, je veux dire, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer quand j'ai commencé ma carrière à Grenoble, après 1 an à Istres, 2 ans à Tours, Montpellier. Et c'est allé progressivement. J'ai franchi les étapes les unes après les autres, mais de pouvoir voilà, sou- avoir l'opportunité de soulever cette Coupe du Monde et avoir une réplique dans son salon, il n'y a rien de plus beau. Je le range forcément dans l'un des plus beaux jours de ma vie. Et je suis fier de faire partie de ces Français qui, avec la génération 98, qui ont rendu tout le peuple français fier de leur équipe de France. Ok, ben Olivier, merci beaucoup pour cette interview. C'était un honneur pour moi de la réaliser à tes côtés, enfin à distance. Mais, Avec plaisir. et Avec puis, plaisir. ben, je te souhaite le meilleur pour la suite avec Chelsea, en espérant des titres, des titres et des titres et des buts surtout. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble un jour, pourquoi pas pour une nouvelle interview ou en Ça privé. marche. Pas de souci. Merci à Allez, toi. merci beaucoup pour l'interview, Olivier. Merci. Salut, bye. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez remarqué, c'était une rediffusion d'une interview au moment privilégié avec Olivier Giroud en juillet 2020 pour parler de sa carrière, de son passage à Montpellier et du titre de champion du monde 2018 avec l'équipe de France. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous repartager cette vidéo. En attendant, on se retrouve très bientôt pour toutes nouvelles interviews dans le Face à Face sur la BAF TV. Ciao ciao.